écoutez RFI, il est 6h30 à Rome et à Paris, 5h30 à Libreville et à Kinshasa. Magali Lagrange. Des centaines d'invités attendus au palais du bord de mer à Libreville. C'est aujourd'hui que se tient la cérémonie d'investiture du président gabonais Ali Bongo, 4 jours seulement après la confirmation de sa victoire à la présidentielle du 27 août par la Cour constitutionnelle. Reportage de nos envoyés spéciaux dès le début du journal. Une rencontre en tête-à-tête, mais pas d'accueil chaleureux pour le président de République démocratique du Congo. Joseph Kabila était reçu hier à sa demande par le pape François au Vatican. Ils ont parlé de la situation politique et des violences dans l'est de la RDC. Nous parlerons aussi du naufrage du Diola il y a 14 ans au large de la Gambie. Une cérémonie du souvenir était organisée hier au Sénégal. Et puis un nouvel incendie meurtrier à Madagascar dans un quartier pauvre d'Antananarive. Un feu alimenté par le bois des cabanes qui a fait 7 morts et plus de 400 sinistrés. C'est le jour J pour le président Ali Bongo, celui de sa cérémonie d'investiture. Elle aura lieu ce mardi, quelques jours seulement après que la Cour constitutionnelle du Gabon a validé sa victoire à la présidentielle du 27 août. Ali Bongo va entamer un second mandat de 7 ans. La tenue aujourd'hui de cette cérémonie d'investiture n'a été annoncée qu'hier. Dans les rues de Libreville, les habitants étaient surpris, d'autant que le chef de l'État avait jusqu'au 16 octobre, date de la fin de son premier mandat, pour prêter serment. Reportage Karine Franck. Sur le boulevard du bord de mer, en fin d'après-midi, on pouvait voir le génie militaire accrocher les drapeaux sur les poteaux électriques. La cérémonie doit débuter à 11h. Dans la capitale, il y a ceux qui s'en réjouissent. Je pense que la Cour constitutionnelle a tranché et Ali Bongo est élu encore pour 7 ans. Donc restons dans la paix. Je lui souhaite d'être à l'écoute du peuple. Bon septennat et qu'il soit encore meilleur que celui d'avant. Moi, je suis très content parce qu'il a gagné les élections et la Cour a validé. Et maintenant, c'est enfin l'investiture. Tout est rentré dans l'ordre et les gens ont repris le boulot. Je vais suivre à la télé, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que ça se passe bien. Comme le pays s'est divisé, il y a également ceux qui critiquent. On ne peut pas faire investir quelqu'un qui veut s'imposer au pouvoir par la force. Il n'y a pas de président à investir au Gabon. Le seul président que nous, les Gabonais, nous avons voté et que nous reconnaissons, c'est M. Jean Ping. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Beaucoup seront même surpris. C'est la plus grande stupéfaction, un sentiment de frustration, de dégoût. On a l'impression que ça se passe en catimini, dans la précipitation la plus totale. Pour cette prestation de serment, 600 invités sont attendus au palais du bord de mer. Richard Riffono, Karine Franck, Libreville, RFI. 600 invités attendus à Libreville pour cette cérémonie d'investiture du président gabonais. Vous nous le disiez, Karine Franck, alors que l'annonce de la victoire d'Ali Bongo a été accueillie plutôt froidement à l'international. Hier soir, seuls 2 chefs d'État avaient confirmé leur venue, ceux du Mali et de Sao Tomé. Certains pays seront représentés par un ministre, mais il ne devrait pas y avoir de représentants du gouvernement français, en tout cas pas de ministre français. Je vous le rappelle, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, a regretté avant-hier que le travail de la Cour constitutionnelle gabonaise n'ait pas permis de lever tous les doutes sur le résultat de la présidentielle. Le porte-parole du gouvernement gabonais, lui, se félicite de ce scrutin et il regrette cette attitude de la France. On écoute Alain-Claude Bilibinze. Le Gabon est un vieux partenaire de la France. La démocratie gabonaise, elle n'a pas 300 ans. Elle a 25 ans. Et Ali Bongo a organisé l'élection la plus ouverte dans notre sous-région, en faisant appel à 1200 observateurs. Il est dommage que sur cette question, personne à l'Union européenne et en France ne relève la fraude organisée par le camping, qui a contraint la Cour constitutionnelle à annuler 21 bureaux de vote. On ne parle pas des anomalies du Haut-Ogooué, mais les anomalies qu'il y a eu dans l'estuaire, dans le Haut-Lintem, à Omboué chez M. Ping, personne n'en parle. Et ça, c'est bien dommage. Et on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière ceci ? Ali Bongo a été élu par le peuple gabonais. Les institutions gabonaises ont validé son élection. C'est la seule légitimité qu'on attend. Et c'est dommage que le Quai d'Orsay, qui nous connaît si bien depuis si longtemps, se soit aligné de cette façon-là sur le point de vue de l'Union européenne qui nous connaît si mal.
Voilà la réaction du porte-parole du gouvernement gabonais. Puis pour finir, sachez que les présidents sénégalais, camerounais et ivoiriens ont adressé leurs félicitations à Ali Bongo pour sa réélection. Des discussions qualifiées de cordiales dans un communiqué publié par le Vatican. Le président de la République démocratique du Congo a été reçu hier par le pape François. Un entretien d'une vingtaine de minutes pendant lequel ont été évoquées les violences de la semaine dernière à Kinshasa et celles qui ont lieu régulièrement dans l'est du pays, ainsi que la situation politique en RDC, un thème sur lequel l'Église congolaise est très engagée, même si elle a suspendu sa participation au dialogue national. Compte rendu de cette visite au Vatican, signé Olivier Bonnel. C'est le président Kabila lui-même qui a demandé cette audience papale et à voir la mine fermée du souverain pontife qui n'a pas pris la peine d'accueillir son hôte à la porte de la bibliothèque Vaticane comme il le fait d'habitude, on a pu mesurer la tension qui règne entre le Vatican et Kinshasa. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête pendant une vingtaine de minutes. Une attention particulière a été prêtée aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle et les récents affrontements qui se sont produits à Kinshasa, a résumé laconiquement le Vatican dans un communiqué, mais rien n'a filtré sur le message transmis par le pape à Joseph Kabila. Une chose est sûre, le Saint-Siège suit avec inquiétude la situation politique en RDC. Jeudi dernier, le pape a reçu un prélat de la Curie, depuis longtemps à Rome, mais originaire du Nord Kivu. Son récit des violences dans l'Est de la RDC a frappé François. Le pape a aussi une ligne directe sur la situation en RDC grâce au cardinal Monsengo, l'archevêque de Kinshasa, membre du conseil des 9 cardinaux qu'il rencontre régulièrement pour l'aider dans sa réforme de la Curie. Quant au nonce apostolique en RDC, il ne pratique pas la langue de bois et a accusé plusieurs fois le gouvernement congolais de faire traîner les choses, mais aussi d'avoir manqué de fermeté face au massacre qui secoue l'Est du pays. Olivier Bonnel, Rome, RFI. Et on reparlera de la RDC, du rôle de l'Église dans le dialogue politique après le journal. L'abbé Donatien Ncholet, premier secrétaire général adjoint de la SENCO, est l'invité de Christophe Boisbouvier ce matin. Concernant justement le dialogue politique en RDC, il est suspendu depuis plusieurs jours. Il n'a pas repris hier. Ça ne devrait pas non plus être le cas aujourd'hui. Un projet d'accord a été transmis aux participants par le facilitateur de l'Union africaine, mais il manque certains éléments dans ce texte, comme une date fixée pour la tenue de l'élection présidentielle. Au Mali, 2 personnes, un militaire et un civil, ont été tués à Tombouctou dimanche. On l'a appris qu'hier. L'armée parle d'une attaque ciblée menée par des djihadistes présumés. Les assaillants sont arrivés à bord d'un véhicule et ont tourné autour du domicile de ces personnes avant de les assassiner. Le Sénégal commémorait hier le naufrage du Diola. C'était il y a 14 ans, le 26 septembre 2002. En pleine nuit, ce ferry se retournait au large de la Gambie avec plus de 2000 personnes à bord, alors que le navire pouvait légalement en accueillir 550. Seules 63 personnes ont survécu. Selon les chiffres officiels, 1863 ont péri. En 2003, la justice sénégalaise a conclu à la seule responsabilité du commandant de bord, disparu dans le naufrage. Une plainte avait aussi été déposée en France. Un non-lieu a été confirmé en juin dernier. Mais les rescapés et les proches des disparus attendent toujours que justice soit rendue. Reportage Guillaume Thibault. 14 ans de pirouette, on n'a pas vu le bout du tunnel. La douleur, la disparition de ses cousins, la nuit passée sur la coque retournée du Diola, les 14 années passées n'ont pas entamé la soif de justice de Malang Badji, vice-président de l'association des rescapés. Les familles de victimes réclament que justice soit faite et que le bateau soit renfloué pour qu'on puisse faire en paix nos deuils. La justice, Léandre, 51 ans, l'attend également. Il veut la vérité, car le traumatisme du naufrage ne partira jamais. J'ai souvent des cauchemars et ce sont ces images qui me reviennent. Le bateau qui coule, c'est quelque chose qui, je vous l'affirme, ne s'effacera jamais de notre mémoire. Bachir Diouf, professeur d'université, aide les familles pour qu'un jour elles puissent faire leur deuil. Les familles qui n'ont pas enterré leurs morts, ne les ayant pas vus, ont cette impression qu'ils sont encore là. Le deuil n'est pas fait. Les gens ont aussi l'impression que, du point de vue des leçons, rien n'a été tiré de ce drame. Nassardine Aïdara se bat depuis 14 ans. Si le recours judiciaire en cours n'aboutisse pas, d'autres seront lancés, explique-t-il. On ne peut pas nous empêcher d'avoir un procès. Nous allons saisir les juridictions comme la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons tenter de saisir la CEDEAO parce que nous pensons que c'est notre droit. Guillaume Thibault, Dakar, RFI.
Un nouvel incendie à Madagascar. Il y en a eu 26 depuis le début de l'année qui ont fait 55 morts et plus de 6500 sinistrés. Dernier en date dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier d'Ankasna à Antananarive. On ne sait pas encore d'où le feu est parti. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais l'incendie s'est propagé très vite malgré tout dans ce bidonville aux cabanes de bois. Bilan 7 morts et 460 sans-abri. Jeanne Richard. Dans les ruines encore fumantes du bidonville, quelques rescapés grattent le sol à la recherche d'objets à récupérer. À quelques mètres, les corps des victimes sont toujours allongés sous des bâches, sous le regard impuissant de la population. Le feu est arrivé par la pièce du bas et la fumée a réveillé les enfants à l'étage. Ils nous ont alertés. Je suis sortie sans rien emporter, en courant. Et j'ai crié « Au secours, au secours, au secours !» La femme de mon neveu est retournée dans la maison pour aller le chercher, car il devait encore dormir. Mais le feu a pris très vite et ils se sont retrouvés bloqués. Ils sont morts tous les deux. Cet homme a lui pu sauver sa famille, mais il a perdu tous ses biens. Ici, on est les bas quartiers où seuls les pauvres habitent. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des maisons en briques. Ils ne fabriquent que des maisons en bois. C'est ça qui nous met en danger. Il a fallu 7 camions et une citerne pour venir à bout de l'incendie. Le lieutenant-colonel Michel Rabé-Manonsou est le chef des pompiers d'Antananarive. Le problème, selon lui, c'est qu'aucune règle d'urbanisme n'est respectée. Les petites cabanes, c'est des risques permanents. Et avec l'inexistence des accès, ça complique l'intervention. Des tentes et des produits de première nécessité ont été distribués aux rescapés. Un soutien psychologique est également apporté aux familles des victimes. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. L'association des victimes de l'attentat du musée du Bardo, reçue hier par le président français. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a eu lieu le 18 mars 2015 à Tunis. Il a fait 22 morts, 21 touristes étrangers et un policier tunisien. Parmi les victimes, 4 Français, 4 autres ont été blessés. La semaine dernière, la Tunisie a relâché 8 suspects, dont un homme qui avait été présenté à l'époque comme le chef de la cellule responsable de l'attaque. Aucune explication n'a été donnée suite à ces libérations. Le président de l'association de mémoire et de défense des victimes de l'attentat du musée Bardo a demandé l'aide hier du président et de l'État français. Serge Maillet affirme qu'une centaine de ressortissants français souffrent de blessures psychologiques depuis l'attentat. Nous avons parlé avec Monsieur le Président de la République et la secrétaire d'État aux victimes de la recherche d'une date de commémoration des victimes d'attentats à l'étranger et de la remise d'une décoration aux victimes du terrorisme. Et surtout, nous avons évoqué le problème des assurances juridiques qui, dans la grande majorité, ne prennent pas en charge les frais de juridiction des attentats commis hors de France. Ensuite, la juridiction en Tunisie va prendre fin si nous ne portons pas partie civile en Tunisie et relâcher les personnes soupçonnées d'être complices dans l'attentat du musée du Bardo. Nous avons donc demandé à François Hollande que l'État français participe aux frais de justice, déplacement en Tunisie, et demander notre protection à l'État tunisien pour que nous puissions nous rendre sur place pour le procès. Il y a encore le problème, est-ce qu'on doit avoir une date uniquement pour les attentats à l'étranger ou faire une date pour tous les attentats ? Puisqu'il y a sans arrêt des attentats qui se rajoutent. Un des propos recueillis par Ouda Ibrahim. Le président français a par ailleurs reconnu les responsabilités de la France dans l'abandon des harkis, ces soldats enrôlés par la France pendant la guerre d'Algérie. François Hollande l'a dit dimanche lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une journée d'hommage national. Des paroles qui n'ont toutefois pas eu beaucoup d'écho sur place en Algérie, Leïla Berato. Au sein de la fondation de la Wilaya 4, une association qui travaille pour la mémoire de la guerre d'indépendance, on est dubitatif. Saïd Arikesh estime qu'il n'est pas concerné par les déclarations de François Hollande. Je pense que la question des harkis, c'est une question franco-française. Et pourquoi vous pensez que François Hollande a fait cette déclaration-là ? Il considère que les harkis, la génération deuxième, troisième de génération, il y a pas mal de lauréats qui peuvent faire campagne pour lui. Donc, à chaque échéance électorale, c'est de la manip. Son collègue Abdelkrim Lounis a perdu son père pendant la guerre. Il estime qu'aujourd'hui, si François Hollande veut apaiser les mémoires, il doit avant tout remettre les archives de l'époque à l'Algérie et aider les familles à faire le deuil des disparus. Il faut que les autorités françaises aient le courage de mettre à disposition les archives. Le point de vue de notre fondation, ce n'est pas de juger la France, non, c'est de restituer
les corps des gens pour faire le deuil de ces personnes. Interrogé par les médias, le président de la Commission algérienne pour la criminalisation de la colonisation a déclaré qu'il fallait désormais que la France reconnaisse les crimes qu'elle a commis entre 1830 et 1962. Leïla Berato, Alger, RFI. Il est maintenant 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 5 minutes, Frédéric Couteau viendra nous rejoindre pour la revue de presse Afrique avec à la une ce matin la visite du président Joseph Kabila au Vatican. On parle aussi de la RDC tout de suite avec l'invité de la rédaction. Et on en parlait dans le journal, le président congolais a donc été reçu hier au Vatican par le pape François, une visite qui s'est déroulée dans un contexte particulier, une semaine après les violents affrontements qui ont eu lieu à Kinshasa. Pour en parler, l'abbé Donatien Nchole, premier secrétaire général adjoint de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, il est l'invité de Christophe Boisbouvier. Donatien Nchole, bonjour. Bonjour. Hier, le pape François a reçu le président Kabila en audience au Vatican, une semaine après les terribles violences qui ont endeuillé Kinshasa. Est-ce que cette rencontre ne risque pas d'être mal comprise par beaucoup de Congolais ? Pas du tout. Je crois que cette rencontre ne peut être que bénéfique pour le peuple congolais, dans la mesure où le pape, c'est notre bon pasteur qui connaît ces brebis que nous sommes à RDC. Il sait que l'enjeu principal, c'est sauver la démocratie. Et quand le pape intervient, certainement, c'est dans le sens de proposer des solutions de sortie des crises. Une semaine après le drame, est-ce que vous savez combien de personnes ont été tuées à Kinshasa ? Pas avec exactitude. Selon les éléments recueillis par notre commission justice et paix, on en était à 57 hier. 57 morts. Exactement. 3 mois après les sanctions américaines contre le général Kanyama, le chef de la police de Kinshasa, est-ce qu'il faut envisager d'autres sanctions ciblées de la part de la communauté internationale ? Tout ce que nous souhaitons est que tous ceux qui peuvent faire quelque chose, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes de pression, que ce soit en termes de sanctions, pour que le peuple congolais vive dans les meilleures conditions, ne peuvent être qu'encouragés. À la suite de ces 2 journées meurtrières, vous avez décidé de suspendre votre participation au dialogue national. Pourquoi ? Pour 2 raisons majeures. D'abord, faire le deuil. Et la deuxième raison, c'est rechercher un consensus plus large. Parce que les évêques se sont rendus compte qu'à l'allure où allaient les choses, si on finissait le dialogue en cours, tout en laissant dehors une composante importante de l'opposition, une bonne partie de la population ne se sentirait pas concernée par les acquis de ce dialogue. Et à quelles conditions reviendrez-vous à ce dialogue ? Pour le moment, c'est surtout l'inclusivité qui pose problème, tout en rappelant les fondamentaux de l'Église, à savoir qu'il soit clairement stipulé, établi, que l'actuel président de la République ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, que les dates des élections soient clairement définies dans cet accord. Donc pour vous, il n'est pas question de changer la Constitution afin de permettre au président Kabila de se représenter ? Exactement. Alors sur la question de la date de cette élection présidentielle, est-ce que vous avez renoncé à l'idée qu'elle ait lieu avant l'expiration du mandat actuel de Joseph Kabila, c'est-à-dire avant le 19 décembre de cette année ? Concrètement, pour des raisons évidentes, il devient mathématiquement impossible d'organiser les élections telles que souhaitées avant le 20 décembre. Et vous proposez un report de combien de temps alors ? Les évêques disent que le report doit être le plus court possible. Juste le temps nécessaire pour organiser de bonnes élections, il ne sera pas l'équivalent des mandats. Pour vous, il ne faut pas que le report dépasse quelques mois, c'est cela ? Selon le vœu des évêques qui se sont prononcés, il ne faudra pas que le report dépasse une année, mais ce n'est pas une date ferme, ça peut être moins pour avoir un délai raisonnable. Mais vous savez qu'avant le drame du 19 septembre, plusieurs délégations au dialogue envisageaient un report de 2 ans. Ben, c'est leur avis. Mais ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas l'avis de la conférence épiscopale nationale du Congo. Est-ce que vous pensez que le médiateur togolais Edem Kodjo est à la hauteur de la tâche ou pas ? Bon, il ne nous appartient pas de le juger à ce stade. Le plus important, c'est d'impliquer ceux qui sont encore dehors. Alors, pour faire venir au dialogue ceux qui sont encore dehors, comme vous dites, c'est-à-dire les principaux partis de l'opposition, il faudrait que les autorités libèrent ce que l'opposition appelle les prisonniers politiques, qui sont détenus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, nous constatons qu'il y a déjà un pas qui a été fait dans ce sens-là. Peut-on obtenir les libérations dans le cadre de ces dialogues? Les évêques sont en train de travailler avec les uns et les autres pour que le dialogue soit effectif. À quels prisonniers pensez-vous en particulier ? Il faut leur poser la question. Selon les listes que nous avons reçues, ils pensent éventuellement au cas de Guillaume Ndongala et de Jean-Claude Muyembo. Ce sont des grands noms qui étaient cités et dont la libération n'est pas encore effective. Alors, depuis l'ouverture officielle de ce dialogue il y a 3 semaines et avant même le drame du 19 septembre, plusieurs dizaines de membres de la société civile et notamment de Filimbi et du Chemin de la Paix, l'ONG du docteur Mukwege, ont été arrêtés à leur tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, ce ne sont pas des décisions de nature à décrisper la situation politique actuelle. Dans le contexte actuel, de telles arrestations ne peuvent que compliquer la situation. À Kinshasa, de plus en plus d'observateurs, y compris au pouvoir, comparent la situation actuelle à celle des années 91-93, à la fin du règne Mobutu, quand la capitale était en proie à des pillages. Est-ce qu'il y a, selon vous, une similitude ? Il y a une similitude dans la mesure où il y a une grogne dans la population. Le cadre qui devrait régler ce conflit, c'est-à-dire un dialogue inclusif, n'est pas rassurant tant qu'une bonne frange de l'opposition est dehors. Il y a similitude dans la mesure où on a tendance aussi à recourir à la rue pour trouver une solution à cette crise. Monsieur l'abbé Donatien de Cholet, merci. Le premier secrétaire général adjoint de la SENCO répondait à Christophe Bobouvier. Magali Lagrange. Un point final au plus vieux conflit d'Amérique latine. Les FARC et le gouvernement colombien ont officiellement signé un accord de paix hier soir à Carthagène. Le chef rebelle Timochenko a salué une nouvelle ère de réconciliation. Le président Santos a souhaité aux FARC bienvenue dans la démocratie. Édition spéciale ce matin dès 6h57, heure de Paris, dans quelques minutes maintenant. 1h30 d'échanges parfois musclés. Le premier débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle du 8 novembre prochain aux États-Unis. Hillary Clinton et Donald Trump. Le républicain a estimé que sa concurrente n'avait pas l'énergie pour être présidente. La candidate démocrate a, elle, déclaré que son rival vivait dans un autre monde. En Syrie, alors qu'Alep vit sous un déluge de bombes, vive passe d'armes diplomatiques entre Russes et Occidentaux. Moscou dénonce les propos inadmissibles des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Les deux pays accusent la Russie de barbarie et de crimes de guerre. Depuis jeudi, près de 250 000 personnes de la deuxième ville de Syrie sont prises au piège de la nouvelle offensive du régime de Bachar el-Assad, soutenue par la Russie. Les morts se comptent par dizaines. Les humanitaires s'inquiètent maintenant d'un début de pénurie en vivres et en médicaments. Et puis au Gabon, cérémonie d'investiture aujourd'hui du président Ali Bongo, 4 jours après la confirmation de sa victoire à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Et on retrouve tout de suite Frédéric Couteau pour la revue de presse Afrique. Bonjour. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, Joseph Kabila chez le pape François. Le Vatican n'est aucunement indifférent à la situation que traverse la République démocratique du Congo, souligne le potentiel à Kinshasa. Hier lundi, le chef de l'État Joseph Kabila a été reçu par le pape François au palais apostolique du Vatican. Au centre de leurs échanges, plusieurs questions d'intérêt majeur. Une attention particulière a été prêtée aux sérieux défis posés par la situation politique actuelle et les récents affrontements qui se sont produits dans la capitale, rapporte un communiqué du Vatican. Point important, souligne le potentiel, le Saint-Siège s'est joint au Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne, ainsi qu'à l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, pour recommander un vrai dialogue inclusif en RDC, autant de pressions qui montrent, estime le quotidien quinois, que tout le monde reconnaît l'échec de ce dialogue piloté par l'ancien ministre togolais, le facilitateur désigné par l'Union africaine, Edem Kodjo, qui, s'il veut sortir la tête haute de ses assises, estime encore le quotidien quinois, est appelé à rendre le tablier, s'entêter comme il semble le faire, le rend ridicule. Pour le site d'information congolais 7/7, le pape François est allé bien au-delà de cette question. Oui, il y a eu un message, affirme 7/7, un message clair. Il faut libérer les prisonniers politiques, il faut cesser les poursuites contre l'opposant Katumbi, il faut un dialogue inclusif avec Tshisekedi pour des élections apaisées. 7/7 de s'interroger, va-t-on assister à un autre Kabila au retour ? Un président très conciliant, prêt à pardonner, même à ses opposants les plus farouches, prêt à lâcher le pouvoir pour décrisper la tension actuelle.
Difficile de le dire, pointe 7 sur 7. La carte du Vatican peut sauver le régime si Kabila suit et met en pratique les conseils du pape, mais il peut aussi tout bousiller, tout perdre, saper tous ses acquis s'il foule aux pieds tout ce que le pape François lui a dit. À lui de faire le choix, à lui de trancher s'il doit suivre le bon chemin indiqué par le pape ou bien demeurer dans le jusqu'au-boutisme tel que le montrent certains de ses collaborateurs. À 20 minutes s'exclame le site d'information Guinée-Conakry Info. Oui, 20 sacrées minutes que le pape François a accordées au président Kabila. Ce rendez-vous qui en a surpris plus d'un a été l'occasion pour les deux hommes de se parler vrai, autour de la situation en RD Congo qui vit au rythme d'un dialogue impétueux et de soubresauts sociaux soutenus par une misère ambiante et une exploitation plus que voyante. Autant de questions préoccupantes pour lesquelles le Saint-Père, en toute vérité, affirme le site guinéen, a encouragé le jeune leader au pouvoir depuis 2001 à s'engager pour la stabilité du pays sur le socle de la démocratie, c'est-à-dire le partage responsable de la gouvernance et le refus de confiscation du pouvoir pour une raison quelconque. 20 minutes de concentré politico-religieux où la courtoisie diplomatique et la fermeté sacro-sainte du pape François auront, à n'en pas douter, croit encore savoir Guinée-Conakry Info, indiqué avec délicatesse une porte de sortie honorable au président Kabila. Alors confesse ou embrouille s'interroge pour sa part aujourd'hui au Burkina. On devine aisément que derrière la carapace et l'air serein et impassible, voire impavide que se donne Kabila, il y a tout de même une conscience humaine qui a voulu se soulager. À moins, poursuit le quotidien burkinabé, que cette troisième visite de Kabila à un pape ne soit tout simplement une énième embrouille après la polémique sur le glissement, le dialogue inclusif. Voici Kabila, l'homme de Dieu, qui demande qu'on lui pardonne ses dérives. Une façon de mener encore ce peuple en bateau, s'agace aujourd'hui, lui qui trépigne d'impatience pour l'alternance et qui ne demande rien d'autre que des élections. Enfin, plus largement, le site ledjeli.com en Guinée revient sur la situation politique de l'Afrique centrale dans son ensemble. Donc, une Afrique centrale qualifiée par le site guinéen de ventre mou de la démocratie africaine. En effet, précise-t-il, du Burundi au Gabon, en passant par les deux Congos, le Tchad et le Rwanda, l'Afrique centrale semble marcher à reculons. Les dirigeants s'y attachant un peu plus au pouvoir, les élections n'y sont plus qu'un exercice de pure forme, affirme le Djeli. Une situation qui sied à des régimes verrouillés à dessein et qui ne laisse en particulier aucune place à l'émergence de la société civile. Merci Frédéric Couteau. Tout de suite, édition spéciale La paix en Colombie à suivre avec Arnaud Pontus sur RFI bien sûr. RFI, il est 6h57.